Bienvenue parmi nous. Bonjour, chers panélistes. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui se sont joints à nous aussi en ligne, que je ne vois pas, mais que je salue. Mon nom est Charles Duprat. Je suis professeur adjoint en bioéthique, donc à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis aussi le responsable des programmes de bioéthique. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce café bioéthique qui vise à vraiment traiter du sujet de l'accès et de l'utilisation secondaire des données personnelles de santé en recherche. Donc, on se pose la question un peu aujourd'hui, comment concilier ou réconcilier des normes éthiques canadiennes en éthique de la recherche et des obligations légales québécoises également visant à réguler, encadrer à la fois l'accès, l'utilisation secondaire aux données de santé pour la recherche donc vraiment des questions de type éthique de la recherche impliquant des êtres humains et leurs données de santé. Ce café bioéthique est vraiment possible grâce à une subvention qu'on a obtenue dans le programme des cafés scientifiques des IRSC, donc les Instituts de recherche en santé du Canada. Donc, on les remercie d'abord. Et c'est aussi le fruit d'une collaboration entre le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, le Centre de recherche Douglas, l'Université McGill et l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On a travaillé ensemble pour monter ce café de bioéthique sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On est très heureux d'accueillir aussi justement nos 4 panélistes qui vont venir présenter leurs perspectives sur ces questions sensibles et complexes. On a vraiment 4 perspectives très distinctes, variées, des expériences très pertinentes pour discuter de ce thème, des enjeux éthiques et juridiques de l'accès et du partage des données, de l'utilisation secondaire. Je commencerai en faisant une petite présentation de nos 4 panélistes. Ça va être très bref. Certainement, je ne vais pas couvrir toute votre expérience, mais vous aurez l'opportunité d'approfondir un petit peu plus tard là, sur justement d'où vous venez, quel est votre rôle, quelles sont vos responsabilités en lien avec justement l'accès aux données de santé pour la recherche et l'utilisation secondaire des données. Donc, je commencerai par M. Pierre Lemay. M. Pierre Lemay se joint à nous. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'une maîtrise en administration publique. Il travaille encore dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis près de 15 ans maintenant. Il a occupé différentes fonctions en lien avec l'analyse de données, la gestion de la performance, la gouvernance des données et l'aide à la prise de décision. Il occupe maintenant le rôle de directeur adjoint de la performance et de la valorisation des données au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, où il travaille au déploiement de la culture de la mesure, de la gestion de la performance et de l'amélioration continue. Madame Sylvana Côté est psychologue de formation, professeure titulaire à l'ESPO, mais chercheuse au CHU Sainte-Justine. Elle détient une chaire de recherche du Canada niveau 1 en prévention de l'inadaptation psychosociale chez l'enfant. Elle dirige le groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant et l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Elle collabore activement avec Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec pour créer des banques de données pour la recherche. Michel Bergeron est professeur associé au programme de bioéthique de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et consultant en éthique et conduite responsable de la recherche. Il est membre de la chaire UNESCO Éthique, Sciences et Société. Il a été membre de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec, où il a présidé un groupe de travail conduisant à la vie méritée et renforcer la confiance des citoyens dans la gestion et la valorisation des données de santé pour une gouvernance transparente et responsable, soucieuse de la dignité des personnes et de l'intérêt public. Erika Kleiderman est conseillère principale en éthique de la recherche au secrétariat sur la conduite responsable de la recherche. Son rôle consiste notamment à interpréter l'énoncé de politique des 3 conseils, un document qui vise à encadrer l'éthique de la recherche avec les êtres humains.
donc aussi connu sous le nom de EPTC2, fameux EPTC2. Elle aide aussi à élaborer des nouvelles lignes directrices, à faire évoluer ces lignes directrices, donc à les interpréter, également à faire de l'éducation, de la sensibilisation auprès de la communauté de recherche en lien avec les normes de l'énoncé politique des 3 conseils. Elle est aussi avocate de formation. Donc, merci à vous 4 de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis certain qu'on va avoir une discussion que, bien sûr, nous voulons tous très respectueuses des avis peut-être un peu différents de chacun ou des perspectives différentes de chacun sur les enjeux, parfois sensibles, du partage des données, de la protection de la vie privée et des approches qu'on prend, autant au niveau éthique qu'au niveau juridique, pour s'assurer que tout est fait correctement. Et je tiens à noter que bien qu'on va s'intéresser aujourd'hui à la loi 25, entre autres, et aux autres normes juridiques qui régissent l'utilisation des données de recherche, on n'a pas des objectifs de conseil en droit. On est loin du conseil juridique aujourd'hui. Vraiment, on ouvre un débat, une discussion. On veut que tout le monde se sente confortable de même remettre en question les principes ou les dispositions dans une perspective d'amélioration continue, finalement, de réflexivité continue sur les normes qui nous gouvernent en éthique, en droit. On va avancer un petit peu. Voilà. Le café de bioéthique aujourd'hui n'aurait pas été possible sans l'organisation par plusieurs collaborateurs et organisateurs ici. Donc, j'aimerais remercier tous les gens qui figurent ici sur la diapositive. Donc, ça a été très important de travailler en équipe sur ce projet. Merci également aux volontaires, aux personnes qui se sont prêtées volontaires pour bénévolat à l'accueil partout. Donc, je suis sûr que c'est très apprécié par tout le monde. Donc, nos 3 objectifs aujourd'hui, ça va être, oui, d'essayer d'améliorer un petit peu peut-être vos connaissances sur les enjeux qu'on vit présentement, tous et chacun, dans la pratique en fond, la pratique de l'accès aux données de santé pour des fins de recherche. Donc, d'identifier aussi, c'est quoi les nouveautés en termes de cadre juridique, de cadre éthique aussi, qui existent, et de favoriser la discussion sur comment ces nouveautés sont intégrées dans la pratique sur le terrain. Quels sont les défis qu'on rencontre, quels sont les bons coups de ces nouvelles normes, mais aussi quelles sont les difficultés, les défis. Et si possible, si on vit des défis également, avoir en tête de façon constructive, d'essayer de trouver des pistes de solutions. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit, on se met dans une position de soyons constructifs, trouvons des pistes de solutions, mais certainement, soyons critiques. On va favoriser la discussion, puis on va illustrer toute la complexité de aussi, comme le disait le titre du café, l'articulation véritablement entre différentes normes. On sait que souvent, c'est ça qui complique un peu les choses. Tous les secteurs de la société civile n'ont pas nécessairement formulé des prescriptions éthiques ou juridiques dans les mêmes termes, où des juridictions peuvent parfois sembler entrer en contradiction l'une avec l'autre. Et ça fait partie des défis qu'on vit lorsqu'on essaie d'avoir accès aux données de produits dans différents milieux, dans différents secteurs. Donc, le fonctionnement du café de bioéthique aujourd'hui, ça va être vraiment, on a dressé une liste de questions pour nos panélistes, on a eu le temps d'y réfléchir un peu ensemble, et donc, ça va être vraiment moi qui va modérer la discussion. Sentez-vous bien libre de partir sur vos voies respectives, puis de vraiment donner votre couleur à la discussion, de nous amener un peu dans votre champ de bataille, là où vous travaillez au quotidien, en lien avec l'accès aux données, l'utilisation secondaire des données, la protection de la vie privée.
Donc, on recevra également les questions du public en temps réel. Donc, lorsque vous avez des questions, vous pouvez intervenir durant la discussion. Bien sûr, vous pouvez aussi, si la question ne presse pas trop, attendre un peu vers la fin de la séance, disons dans la deuxième heure, pour qu'on commence déjà à laisser s'exprimer nos panélistes et plus tard, en cours de route, vous aurez certainement la chance de poser vos questions. Même chose en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez vos questions et le modérateur dans la salle me fera signe et je vous donnerai parole lorsque le temps sera approprié. Ça marche pour tout le monde. Bien. Tout le monde a éteint son cellulaire. Vous avez vu le signe. J'aimerais souligner tout de suite que dans le contexte de Café scientifique des IRSC, des Instituts de recherche en santé du Canada, on nous demande de faire une évaluation de l'événement à la suite de l'événement. Donc, vous aurez accès au sondage en ligne, mais il y a aussi des formats papier à la sortie que vous pouvez utiliser. Et il y aura à la suite de l'événement, dès 16h30, un repas à goûter léger à la sortie. Donc, je vous rappellerai ça plus tard. Donc, j'ai déjà bien mis la table, je pense. Je vais me taire. Déjà, vous lancer avec la question assez large et vraiment pour que vous nous ameniez sur vos terrains de jeu. Quels sont vos rôles et vos responsabilités à chacun dans votre travail en lien avec la gestion des données en quoi votre expertise, selon vous, votre expérience peut éclairer un peu la discussion aujourd'hui? Je pense qu'avec Erika. Merci, Charles. Alors, je vais commencer en vous présentant le secrétariat sur la conduite responsable de la recherche, qui est une entité qui a été mise sur pied par les 3 organismes subventionnaires de recherche fédéraux, dont le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada. Et le secrétariat a vraiment un double mandat. Donc, dans un premier temps, on est responsable de l'éthique de la recherche avec des êtres humains. Sous ce mandat, on fournit un soutien au groupe en éthique de la recherche et on est responsable de l'élaboration de l'énoncé de politique des 3 conseils, éthique de la recherche avec des êtres humains ou EPTC tout court. Et notre deuxième mandat est vraiment la conduite responsable de la recherche. Donc, sous ce mandat, on fournit un soutien au groupe sur la conduite responsable de la recherche et on est responsable de l'élaboration du cadre de référence des 3 organismes sur la conduite responsable de la recherche. Mais pour nos discussions aujourd'hui, c'est vraiment le mandat de l'éthique de la recherche qui est le plus pertinent. Donc, lorsqu'on parle de rôle et responsabilités actuelles entourant l'accès et l'utilisation secondaire des données personnelles en santé, le secrétariat n'est pas impliqué directement dans ces activités, mais plutôt on élabore des lignes directrices nationales pour promouvoir la conduite éthique de la recherche avec des êtres humains. Et dans cette politique ou dans l'EPTC, nous abordons des questions d'utilisation secondaire de renseignements ou de données à des fins de recherche, mais pas spécifiquement les données personnelles de santé. Et je veux juste présenter dès le début que, étant donné que la loi et les règlements ne font pas partie de notre mandat, mes interventions et commentaires se limiteront vraiment à la portée de l'EPTC et notre mandat tel que je viens de présenter. Donc, on est un petit peu éloigné de la pratique ou de l'application de tous les jours. Merci beaucoup. Monsieur Bergeron? Merci. Oui, essentiellement, mon travail est à 3 niveaux. Moi, je suis une personne qui travaille en éthique. Je siège actuellement à 5 comités d'éthique en éthique de la recherche. Donc, on évalue régulièrement les projets de recherche impliquant les données. J'ai travaillé aussi, comme Charles l'a mentionné, sur la question de l'utilisation des données de santé dans le cadre de la Commission d'éthique en sciences et technologies. Maintenant, un autre volet, c'était vraiment avec des collègues français et belges. On travaille au sein de la chaire UNESCO
à la réflexion sur les données, mais aussi sur tous les impacts du développement de la science au niveau de la recherche avec des êtres humains. Et mon troisième mandat, ça a été, jusqu'à tout récemment, de travailler avec les pays francophones d'Afrique occidentale pour voir comment on pouvait réfléchir à partir du contexte de l'Afrique à la mise en place de structures pour assurer le respect de la dignité des personnes. Merci. D'un côté. Alors moi, je suis psychologue de formation, comme tu l'as dit, Charles, et puis chercheur, et je dirige des groupes de chercheurs. Et donc, j'ai pas de mandat particulier, mais j'ai des objectifs de carrière qui sont d'améliorer la santé et l'éducation des enfants à l'aide de la science. Et bon, ça fait depuis que j'ai débuté mes études dans ce domaine-là, ce que je réalise, c'est que les études par questionnaire qui sont très utilisées en psychologie et en éducation, par exemple, est-ce que vous commettez des comportements délinquants ou est-ce que vous fumez des cigarettes? Les études par questionnaire donnent une partie de la réalité qui est extrêmement limitée. On peut facilement s'imaginer que les gens qui répondent à des questionnaires sont différents de ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas y répondre. Et puis, on est à une époque où l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est hyper important. Puis on a pris conscience de combien nous coûtent émotivement, socialement et économiquement les inégalités sociales. Donc, en voulant étudier les vrais problèmes de la société, je dirais, on a décidé de se tourner vers les données administratives. Et puis, on a toutes sortes de défis dont on va reparler, mais essentiellement, c'est pour améliorer le bien-être des populations qu'on a besoin d'avoir accès à ces données. Parce que la façon que je comprends, c'est peut-être ça pourrait améliorer la validité scientifique même de la recherche que vous faites et peut-être au niveau de l'équité aussi. C'est qu'on peut apprendre des choses sur des gens qui ne participent pas aux études classiques. Et puis, encore mieux, ce qu'on fait, c'est qu'on amalgame des données de recherche et des données administratives pour avoir un portrait plus complet. Plus représentatif, moins biaisé peut-être. Oui. Intéressant, merci beaucoup. M. Lemay. Merci, Charles. Donc, bonjour, moi, donc du siège de l'Ouest de l'île de Montréal, comme Charles l'a mentionné. Dans le fond, moi, je suis plus à la fin du spectre de quand on est rendu à utiliser les données, à prendre les données qu'on a. Donc, vous savez, dans les organisations de santé, dans les CIUS, maintenant, on collecte une quantité d'informations considérable qu'on va vouloir chercher à valoriser. Donc, mon rôle dans mon type d'emploi, justement, en directeur adjoint performance et valorisation des données, donc on essaie vraiment de travailler cette information-là, puis la rendre disponible, la rendre utilisable pour valoriser toute l'information qu'on a. Mon rôle, plus spécifiquement, dans le fond, moi, je m'occupe vraiment de la gestion de nos processus autour de l'organisation de ces données-là. Donc, de mettre en place toute la stratégie de données du CIUS, autant pour le volet opération, où on utilise les données pour, dans le fond, donner les soins, utiliser l'information pour prendre des décisions de santé, puis pour prendre des décisions d'opération dans nos installations. Puis aussi, bien, tout le volet après, bien, utiliser ces données-là pour des projets soit d'amélioration de la qualité, soit des projets de recherche. Donc, c'est mon rôle de mettre en place justement les mécanismes que vous allez pouvoir utiliser comme chercheur pour venir utiliser ces données-là, faire des projets de recherche. Donc, on va mettre en place des mécanismes de gouvernance de ces données-là pour s'assurer qu'on respecte les différentes règles de confidentialité, qu'on respecte les différentes règles d'anonymisation et qu'on est capable vraiment de respecter tout le cadre législatif et de donner l'information que le chercheur a le droit d'avoir et qu'il peut utiliser pour faire ses projets de recherche. J'ai aussi maintenant, depuis l'arrivée de la loi, le rôle de responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, c'est moi aussi qui veille
à toute l'organisation des activités entourant la protection des renseignements personnels du CIUS. Aujourd'hui, on va parler beaucoup dans la recherche, mais ça va aussi à la protection des renseignements dans nos installations comme telles. Quand vous allez à l'urgence, que votre dossier ne soit pas trimballé d'un endroit à l'autre sans qu'il y ait une certaine vigie sur la confidentialité. Donc, de mettre en place ces étapes-là, tous ces mécanismes de respect de la protection des renseignements personnels. Évidemment, de s'assurer que nos comités d'accès de l'information, protection des renseignements personnels fonctionnent comme il faut, qu'ils ont leur processus en place, qu'ils ont des outils de vigilance et de faire toute la sensibilisation là, auprès des intervenants. Les CIUS, on est rendu quand même des grosses organisations. Dans l'Ouest, presque 16 000 employés. Donc, il y a toute des campagnes de sensibilisation sur la protection des renseignements personnels aussi à faire. Donc, c'est un peu mon lien autour des données que je pourrais vous entretenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on a déjà dans le titre, on a, semble-t-il, fait la différence entre l'accès aux données et la notion d'utilisation secondaire des données. Qu'est-ce qu'on entend par utilisation secondaire? Pourquoi on appelle ça utilisation secondaire? Est-ce que vous arrivez à définir qu'est-ce qui est une utilisation secondaire et qu'est-ce qui n'en est pas une? Et sur la base de quoi on doit se baser pour dire « Ah, ça, c'est une utilisation secondaire ». Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui vous laisse se prononcer. Je pourrais commencer. Alors, le PTC définit utilisation secondaire comme l'utilisation en recherche de renseignements recueillis à l'origine dans un autre but que celui de la recherche actuelle. Et ces renseignements pourraient avoir été recueillis soit à des fins de recherche ou non. Donc, par exemple, si on parle de dossiers médicaux recueillis à l'origine à des fins thérapeutiques qui vont maintenant être utilisés à des fins de recherche, ou des données qui ont été collectées dans le contexte d'une autre étude et vont être utilisées maintenant afin de répondre à une nouvelle question de recherche. Donc, peut-être j'arrêterai là. Ça, c'est la définition de l'EPTC. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Peut-être que je peux donner un exemple concret pour nos participants. Dans le fond, si vous arrivez à l'urgence, vous êtes fracturé la hanche en vélo, peu importe. Donc, vous allez devoir subir une chirurgie. Donc, on va vous demander quelles sont vos allergies parce qu'on doit prendre des décisions sur les médicaments qu'on va vous donner, tout ça. Donc, on collecte cette information-là. Donc, ça va être rentré dans des systèmes d'information parce que la pharmacie a besoin de le savoir, parce que les intervenants au bloc opératoire ont besoin de le savoir, ainsi de suite. Donc, c'est une information qui est collectée pour vous traiter. Donc, si on parle d'utilisation d'informations dans un rôle secondaire, ce serait de faire la recherche à partir de ces informations-là, puis d'utiliser cette information-là, pas dans le but nécessairement de vous traiter, mais dans le but de faire des activités de recherche, de mettre des projets en place de recherche à partir de cette information-là, que vous n'avez pas donné au départ pour la recherche, mais bien pour vous faire soigner. Donc, vraiment, le lien avec, vous avez dit, les objectifs, les objectifs auxquels vous avez consenti seraient pas tout à fait les objectifs pour lesquels on réutiliserait les données, donc en recherche. Pourquoi est-ce que, aujourd'hui qu'on connaît les enjeux liés à l'utilisation secondaire, pourquoi est-ce que d'entrée, on ne demande pas le consentement à tout le monde finalement, en même temps qu'on collecte les données de santé, finalement, pour la recherche? Est-ce qu'il y a des choses, des obstacles à ça, ou est-ce que c'est des bonnes pratiques à adopter pour mieux faire? Bon. Allez-y. Moi, j'aimerais d'abord souligner que l'analyse secondaire de données, c'est une bien bonne chose. On essaie de recycler le plus possible les matériaux dont on n'a plus besoin. Et c'est l'avenir, le recyclage. Puis, on parle en quelque sorte d'un recyclage d'utilisation de données ici. Il y a énormément de ressources publiques qui sont utilisées pour collecter des données qui sont déjà collectées.
et qu'on pourrait utiliser si justement on avait obtenu le consentement des gens. Je pense qu'on peut faire des économies vraiment substantielles si on se met à regarder vraiment, là. Si on se met à se dire, là, écoutez, là, on limite nos ressources pour collecter des données, on va maximiser l'utilisation des données secondaires, il y a beaucoup de données qu'on ne va pas collecter. Il y a beaucoup de données qu'on ne va pas collecter. Et donc, je serais bien curieuse de voir des analyses économiques là-dessus. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Mais donc, c'est comme une espèce de richesse collective sous-utilisée. Et on va certainement y arriver dans les prochaines interventions sur le cadre de gouvernance pour que ça soit fait correctement, parce que bien sûr, ça prend un cadre de gouvernance qui tient la route pour que les gens aient confiance de dire « mais oui, quand je passe par la RAMQ, par exemple, j'accepte que mes informations soient utilisées pour autre chose. » Mais il y a là une mine de données qui pourrait nous faire avancer et qui souvent est sous-utilisée. Donc, c'est vraiment en amont. On peut travailler en amont mieux pour s'assurer que finalement, ce ne soit pas perçu comme des utilisations secondaires plus tard, mais que le consentement qui était donné à l'origine inclut l'utilisation pour la recherche? Ou est-ce que même si on essaie de prévoir toutes les utilisations possibles, on ne sera jamais capable et on aura toujours besoin de normes pour encadrer les utilisations secondaires? En ce qui me concerne, il y a quand même 3 questions, là, puis là, c'est la personne en éthique qui parle. Je pense que la question du consentement, on va y revenir tout à l'heure, oui. Puis on va pouvoir élaborer là-dessus. Moi, ce qui me questionne, c'est un jugement de la Cour suprême qui a rendu, qui définit le dossier patient comme appartenant au patient. Et donc là, avec la réflexion qui se fait, je me demande comment, au niveau de l'utilisation secondaire, on peut arriver, puis là, c'est vraiment la question du consentement qui va entrer en ligne de compte peut-être, là, mais déjà, d'avoir l'accès, je pense que ce que tu suggérais au départ, peut-être d'avoir un consentement à la recherche défini, puis là, on entrera là, dans les différents éléments. C'est quelque chose qui est particulier. L'autre chose, la deuxième chose qui me questionne, c'est des membres de comité d'éthique m'ont demandé à quelques reprises, est-ce que le matériel biologique constitue de la donnée? Parce qu'on peut quand même retirer de l'information du matériel biologique. Et donc, à ce moment-là, si on fait par exemple une biopsie, est-ce que de l'utiliser, cette biopsie, pour des fins de recherche, ça constitue une utilisation secondaire et comment on doit procéder? Ça, c'est un autre élément. Le troisième élément qui, moi, comme personne en éthique, m'a toujours posé un peu de difficulté, c'est que la donnée, ce n'est pas un bloc monolithique. La donnée, il y a différentes catégories de données. Et quand je vais faire une évaluation éthique, c'est important pour moi de savoir à quelle catégorie de données je fais affaire. Et à ce moment-là, ben, peut-être qu'il y a une plus grande sensibilité qui doit s'exercer selon le type de données. Et ça, ce qui m'apparaît important, c'est qu'il y a un discours qui tourne beaucoup autour de la donnée comme matériau de recherche. Et pour moi, la donnée n'est pas un matériau de recherche, elle émane de quelque part. Et c'est à partir de ce quelque part-là qu'il faut réfléchir au niveau éthique, puis voir comment on peut l'utiliser, puis à des fins qui sont bonnes pour la société, là, puis qui correspondent au bien commun. Mais ça fait partie de tout ça. Et puis, quand je reviens à la valeur de base de l'énoncé de politique, qui est le respect de la dignité humaine, ben, je me dis comment on prend en compte le respect de la dignité humaine dans cette utilisation-là des données au niveau secondaire. Pour vous relancer, quand vous dites qu'il y a différents types de données, pouvez-vous peut-être mentionner quelques catégories ou quelques distinctions entre... Ben, je regarde, par exemple, si on prend un ensemble de MRI qui ont été anonymisés, ben, c'est des données qui sont peut-être moins sensibles que si, par exemple, on se penche sur le taux de glucose sanguin de participants. Puis là, c'est toute la question aussi. Est-ce qu'il y a vraiment eu, au niveau de la loi, une réflexion
en ce qui concerne l'application de la loi et le jugement de la Cour suprême du Canada. Et ça, quand on regarde un petit peu, on fouille un petit peu sur l'Internet, on voit toujours que le dossier patient appartient au patient. Et là, qu'est-ce que le dossier patient? Bien, peut-être qu'il faut peut-être le mieux le comprendre. Puis, ça va nous aider à comprendre aussi quelles sont les données. Oui. Je pourrais rajouter, c'est ça. Dans le PTC, on reconnaît 5 différents types de renseignements. Donc, premièrement, on a des renseignements qui permettent l'identification directe. On pense au nom, un numéro d'assurance sociale ou un numéro d'assurance maladie. Deuxième type de renseignement, c'est les renseignements qui permettent l'identification indirecte, donc date de naissance, lieu de résidence ou code postal, par exemple. Troisièmement, on a des renseignements codés, donc les identificateurs directs ont été remplacés par un code. Quatrième type, c'est les renseignements anonymisés, donc les identificateurs directs sont irrévocablement retirés, donc il n'y a aucun code. Et le cinquième type, c'est vraiment les renseignements anonymes. Donc, les identificateurs directs n'ont jamais été recueillis. On peut penser à un sondage anonyme qu'on fait en ligne, par exemple. Et le PTC reconnaît que le niveau de protection qui est requis dépend vraiment de ce caractère identificatoire et du niveau de sensibilité de ceux-ci dans le contexte d'un projet de recherche et par rapport à la population ou groupe ciblé. Et donc, des données qui sont recueillies, éventuellement, sont gérées, sont entreposées, elles sont protégées, et puis on peut prendre des données, par exemple, qui sont identificatoires, et les cacher ou jouer avec les données, finalement, pour diminuer cette sensibilité-là. Est-ce que vous avez des expériences, vous, justement, au niveau de la protection des données, des défis qui peuvent apparaître, peut-être en lien avec le caractère identificatoire des données, par exemple? Bien, c'est des processus qu'on va faire beaucoup. C'est sûr que dans le premier défi, c'est toujours dans les établissements de santé qu'on n'a pas toujours un volume de patients suffisamment ou un volume de données suffisamment grand pour être capable de le rendre vraiment anonyme puis vraiment d'enlever tout l'aspect identificatoire sans pouvoir le juger. Fait que ça, c'est un des grands défis, je dirais, que nous on rencontre. Puis, dans le fond, ben, les autres volets, ben, c'est plus vraiment en fonction de ce qu'on va, des priorités, dans le fond, de l'organisation, puis des priorités qui nous sont demandées en recherche, parce qu'on va beaucoup travailler à l'interne à préparer des jeux de données en fonction de ce qu'on se fait demander souvent en recherche ou en fonction des demandes de projets que les gens nous soumettent. Donc, on va vraiment travailler à préparer des jeux de données anonymisés puis à les rendre disponibles plus facilement. Mais je dirais que le nombre, de notre côté, le nombre est un enjeu important. Le nombre de données. Ouais. Aussi, les outils d'analyse. Est-ce qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle? Est-ce que ça vient brouiller les cartes ou est-ce que les comités d'éthique sont bien équipés pour comprendre, par exemple, les risques de réidentification ou de création de données qu'on ne pensait pas avoir finalement, ou de renseignements qu'on ne pensait pas avoir, mais que finalement, en les analysant, on obtient des nouveaux renseignements. Est-ce que vous avez travaillé un peu avec ces nouvelles techniques? La façon dont on travaille, c'est via l'Institut de la statistique du Québec. Donc, ben, pour les données administratives, je parle là. Donc, l'Institut de la statistique du Québec a eu le mandat de rendre accessibles les données de RAMQ médicaux, éducation, ce genre de fichiers administratifs aux chercheurs. Alors, donc, c'est des données anonymisées. Donc, c'est le troisième niveau dont vous parlez. Donc, les chercheurs n'ont jamais d'identification des données, des lignes de données qu'ils ont, ils ne savent. Il n'y a personne qui ont accès aux données dans les chercheurs qui savent l'identité des données qui sont devant eux. C'est fait derrière un firewall par du personnel qualifié. Donc, c'est vraiment pas du tout possible d'avoir accès à cette information-là, première chose.
Deuxième chose, les données sont analysées dans un centre d'accès aux données sécurisées qu'on appelle, à la blague, Fort Knox. Donc, c'est un centre de données où les gens vont s'asseoir pour travailler. Il n'y a pas d'accès Internet. Il n'y a aucun accès vers l'extérieur, zéro accès vers l'extérieur. Les gens ne peuvent pas sortir des notes, prendre des notes et sortir. Il y a toujours un employé de l'Institut de la statistique qui est sur place pour s'assurer que tout se déroule correctement. Lorsque les données sont analysées, on ne peut pas prendre les résultats de nos analyses et les sortir. On doit faire une demande de divulgation. Même si c'est des résultats, on appelle agrégés. Même si c'est la moyenne de quelque chose, même s'il n'y a absolument rien d'identificatoire. Et donc, tous les tableaux sont analysés. Et s'il y a des cellules qui sont trop petites, il n'y a pas assez de monde dans certaines cellules, comme par exemple s'il y a moins de 10 enfants prématurés qui ont une maturité scolaire faible en 2020, par exemple, c'est pas possible de parler de ces résultats-là, de les présenter aux collègues ou dans les articles. Donc, le processus de préparation de la base jusqu'à la publication prend plusieurs années. Mais on pense on fait ce travail-là parce que justement, on peut avoir accès à toute la population, souvent, là, et ça donne un portrait qu'on ne peut pas avoir autrement. Mais c'est un processus extrêmement sécurisé, extrêmement et complètement anonymisé. On a beaucoup de normes éthiques, aussi des procédures organisationnelles, des normes juridiques. On a l'impression d'être vraiment très bien protégé. Et pourtant, une fois de temps en temps, on entend qu'il y a eu un incident, bris de confidentialité, une institution financière, une entreprise. Comment ça se fait? Est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'on peut éviter finalement ces incidents? Est-ce qu'il y aura toujours ce genre d'incident, peu importe les normes qu'on adopte ou les bonnes pratiques qu'on adopte? Et puis, quel est l'impact de ces incidents-là sur finalement l'utilisation secondaire des données pour des fins de recherche? Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que vous sentez dans les milieux de la recherche que le bris de confiance, par exemple, qui peut résulter de ce genre de controverse? J'aimerais te reposer une question un peu plus spécifique. Est-ce que ces cas-là arrivent? Est-ce qu'on peut prendre des exemples qui se sont passés en sciences au Québec? Fait par disons, dans le cadre de la recherche au Québec. Parce que je pense que c'est très différent de parler d'une entreprise privée que de parler d'une entreprise scientifique régie par justement tout ce qu'on est en train de dire sur les données. Est-ce qu'il y a des exemples? Bien, au niveau des exemples, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Moi, j'en ai un en Ontario, où il y a eu la vente, il y a eu anonymisation des dossiers patients. Il y a eu la vente de 6 millions de dossiers patients à des firmes américaines. Bon, ça, c'est paru dans le Toronto Star il y a à peu près 2 ans. Qui a vendu? C'est resté sous couvert. Ah. Okay. On n'a pas eu de nouvelles du côté du journaliste. Il y a aussi des interventions qui ont eu lieu au Québec auprès de certains assureurs qui ont eu accès à des informations qui ont modifié, par exemple, les prescriptions pour donner accès pour autoriser des médicaments qui coûtaient moins cher. Donc, ça, c'est quelques exemples qui peuvent ressortir. Moi, je trouve que, bon, l'ISQ a une particularité. L'ISQ est très bien structuré. Quand je suis sur un comité d'éthique de la recherche, puis qu'on a quelque chose qui vient de l'ISQ, habituellement, ce n'est pas trop problématique. Quand ça vient d'ailleurs, ça peut l'être. Et c'est là qu'arrive parfois la réflexion est un petit peu plus complexe. On a parlé beaucoup des données,
mais on parle peu du couplage des données. OK? Parce qu'il y a des exemples en littérature là, qui font en sorte que, par exemple, aux États-Unis, quelqu'un a eu accès à 3 banques de données anonymisées, puis après avoir combiné les données, a pu renvoyer le dossier médical au gouverneur de l'État de New York. Parce qu'elle avait son adresse et tout le dossier médical complet. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. La question du couplage, elle est vraiment cruciale au niveau d'un comité d'éthique. Si on a une utilisation qui est simple, ça va quand même relativement bien, mais dès qu'on entre avec le couplage, c'est une chose. L'autre chose, l'énoncé de politique parle de l'anonymisation des données anonymes. Il y a des recherches qui commencent à poindre aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, en région en Californie, qui font en sorte, qui démontrent qu'il n'y a pas de données vraiment anonymes, surtout quand on procède avec des données numérisées. Parce que là, par couplage, par différentes façons, on peut arriver à recombiner les informations. Donc, je ne vous dis pas que ça se passe fréquemment, mais moi, sur un comité d'éthique, quand je fais ma réflexion autour de l'utilisation secondaire des données, ben, je me dois de prendre ça en considération, parce que ça fait partie du respect de l'être humain. Est-ce que, par rapport au couplage des données, donc prendre différents jeux de données, puis grâce à ces différents jeux, faire les liens et finalement réidentifier les individus, par exemple, est-ce que c'est vraiment possible d'évaluer les risques? Est-ce qu'on est capable d'anticiper ce genre de risques-là? Ben, sur un comité d'éthique, on va essayer de poser des questions qui vont nous amener vers ça. C'est au point de départ, on n'a peut-être pas toujours l'information. Parfois, des chercheurs vont nous trouver un petit peu tannants parce qu'on pose des questions additionnelles, mais c'est des éléments comme ça qu'on veut tenter d'évaluer au niveau des risques. J'ai envie de dire, en éthique de la recherche, parfois on assume un peu qu'il y a une responsabilité partagée aussi. Les chercheurs font partie de la recherche et s'ils détectent des nouveaux risques en cours de recherche, par exemple, ben, on leur demande d'en parler au CA, puis de faire une réévaluation de l'éthique. Comment on fait pour s'assurer finalement que les chercheurs sont bien outillés pour détecter ces nouveaux risques-là? Est-ce que les comités d'éthique, est-ce que vous, peut-être comme chercheur, vous vous sentez bien outillés déjà pour détecter les risques de réidentification qui sont franchement pas évidents à évaluer? Est-ce qu'il y a des normes peut-être dans le PTC en lien avec, qu'est-ce qu'il faut faire quand on réidentifie une personne, par exemple? Bien, pour nous, c'est, comme je vous dis, un processus, on sait qu'on ne peut pas travailler avec des cellules trop petites, c'est-à-dire des croisements de variables où il y a trop peu de gens. On ne peut plus continuer, donc on les combine avec d'autres variables pour être sûr que ce soit des nombres qui sont suffisamment grands qu'on ne puisse pas identifier. Puis l'autre mécanisme, c'est la pondération. Donc, quand on travaille avec des données comme celle de l'ISQ, il y a des pondérations qui font que ton 10 enfants qui a XY problème, finalement, il représente 500 dans la population. Puis en utilisant les pondérations, tu arrives avec un chiffre que c'est pas possible de vraiment identifier un individu. Mais ce que j'aimerais aussi vous demander, là, à vous et peut-être à tous, là, c'est comment on prend en compte les risques et les bénéfices de ces croisements-là. Parce que je pense à l'exemple du tabac, comment ça a pris du temps avant de faire le lien entre l'utilisation du tabac et le cancer du poumon. On ne pouvait pas mettre ensemble utilisation du tabac et cancer. Ça a pris des décennies. Donc, peut-être qu'il y en a plein d'autres des phénomènes comme ça. Je pense au cancer, possiblement. Les comportements des gens, peut-être l'alimentation, puis les risques de cancer. Et donc, comment c'est considéré dans la réflexion, le coût-bénéfice? Ben, la première chose, je pense qu'il faut être informé de ce qu'il y en est. Puis,
Comme pour vous donner l'exemple du tabac, ça a pris du temps avant qu'on ait de l'information, qu'il y ait un lien qui soit confirmé. OK? Moi, j'ai travaillé en environnement, c'était la même chose en environnement. Moi, dans les années 70-80, on parlait des problèmes climatiques, mais on n'y réagissait pas. Maintenant qu'on les a, c'est autre chose. Donc, il faut avoir l'information. Puis c'est seulement à partir de cette information-là qu'on peut faire de l'évaluation. Maintenant, il peut arriver des situations où on n'a pas l'information. Là, c'est vraiment en discussion avec le chercheur. On va essayer de trouver des pistes de solutions. Le plus bel exemple que je pourrais vous donner, c'est, à un moment donné, on a eu à évaluer sur un comité d'éthique les premières utilisations de la réalité virtuelle pour, entre autres, le traitement des phobies et tout ça. Et puis, il n'y avait rien en littérature. Et donc, on s'est assis avec le chercheur, on en a discuté, on a regardé les alternatives, on a mis en place des mesures pour justement pallier aux risques que le chercheur pouvait voir. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on découvre aussi en cours de route, mais bon, à cet exemple-là, ce qui était visé, c'était des étudiants du baccalauréat, qui étaient probablement des gros gamers. Donc, on a pris en considération les éléments qui étaient liés à ça, l'expérience qui pouvait être vécue à ça, puis on a établi des normes. Puis, aux dernières nouvelles que j'ai eues, ces normes-là sont les normes qui sont devenues standards au niveau de la réalité virtuelle. Donc, il y a des échanges qui peuvent se faire avec les chercheurs pour bien comprendre la situation. Et c'est entre autres pour ça que je suis toujours de l'approche de dire, bien, on va discuter avec les chercheurs, pour comprendre le contexte, pour comprendre le milieu, pour comprendre la recherche, pour comprendre l'impact de l'utilisation des données. Puis à partir de là, on ne fait pas d'analyse statistique, par exemple, sur les bienfaits ou sur les risques. Ça a été tenté aux États-Unis, ça a été infructueux. On estime. On fait une estimée à partir des connaissances. C'est pour ça que le comité d'éthique est si important d'avoir plusieurs membres, parce que là, on a plusieurs perspectives, puis ça peut nous amener à réfléchir à cette question-là des données. Puis le comité d'éthique peut toujours consulter aussi quelqu'un à l'extérieur pour avoir de l'information. Je pense que ça, l'énoncé de politique le permet justement. Est-ce qu'il y a un statut particulier quand même à la recherche? Hein, quand on parle des utilisations secondaires, là, ici, c'est vraiment utilisation pour la recherche. Est-ce que si, entre autres, je ne sais pas, la recherche est faite dans le domaine privé ou versus dans le domaine public, parce que j'entendais, hein, on semble parler à la fois en même temps de l'intérêt public de la recherche, mais la protection du public, dans le fond, de sa vie privée, de sa confidentialité. Là. Donc, on a vraiment l'intérêt du public en tête des deux côtés, hein, en fait. Mais ça semble difficile de réconcilier ces deux objectifs de protection de la vie privée et d'innovation, finalement, dans la recherche qui, ultimement, devrait pouvoir bénéficier au public. Est-ce que ma question est, est-ce que la recherche a un statut particulier, un peu comme pourrait l'avoir le recensement, par exemple? Le recensement, on sait, il y a une partie qui est comme obligatoire. Est-ce que la recherche pourrait être vue presque comme d'intérêt public si grand que certaines questions devraient être obligatoirement posées au public? Par exemple, là, je tombe un petit peu dans la controverse, mais c'est pour vous enflammer un petit peu. Je pense qu'un des éléments, c'est de saisir ce qu'est le bien commun. Et comment on définit, puis comment on comprend, puis comment on s'assure du bien commun. Un des éléments qu'on voit beaucoup poindre actuellement, c'est toute la question de l'acceptabilité sociale. Mais pour moi, la question de l'acceptabilité sociale peut être valable en autant qu'on présente des bénéfices et des risques. Parce que toute la réflexion éthique est autour de ça. C'est la balance risque-bénéfice. Si on ne présente que des bénéfices ou des avantages, mais à ce moment-là, au niveau éthique, moi, ça me questionne parce que je dois évaluer les deux côtés de la médaille. En lien avec, justement, on peut parler de valorisation des données comme s'il y a une valeur
réelle. On peut l'avoir comme la valeur commerciale, mais aussi une vraie valeur pour l'innovation sociale, si vous voulez. Je sais que le secrétariat a développé d'ailleurs des lignes directrices pour en fait encadrer ce qu'on appelle le consentement élargi, hein, faire en sorte que finalement, on puisse poser la question aux participants de la recherche qui, franchement, ont parfois envie de participer à la recherche et de contribuer à la science. On peut se poser la question, finalement, de façon un peu plus large, hein, pas dire « voulez-vous participer seulement à ce projet de recherche-là », mais qu'on peut leur poser de façon, c'est ça, un peu plus large. Voulez-vous que ces données sur vous, ces renseignements sur vous soient utilisés, par exemple, pour la recherche en général? Et ça, ce serait très large. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est encadré ce consentement élargi? Oui, c'est ça. Puis c'est une excellente question parce que je pense qu'il faut faire une distinction entre consentement élargi et consentement général. Consentement général, c'est vraiment, il n'y a aucune restriction et c'est pas permis selon le PTC. Le PTC encadre un consentement élargi qui veut dire nécessairement un consentement qui est plus large, mais qui a des restrictions précises. Par exemple, il peut être limité à un domaine de recherche, à une maladie particulière ou ne pas s'appliquer à une utilisation par l'industrie privée. Et quand on parle de consentement élargi, c'est dans le contexte de futurs projets de recherche. Puis lorsqu'on commence ces projets de recherche, il n'y a pas d'intervention directe avec les participants. Donc, lorsqu'ils ont participé dans une étude spécifique, les chercheurs ont demandé pour un consentement spécifique pour participer à cette recherche-là, ainsi qu'un consentement élargi pour pouvoir stocker leurs données pour des recherches futures qui, à ce moment-là, sont peut-être non déterminées, mais qui vont tomber dans un champ de recherche précis. Donc, ça ouvre la porte pour pouvoir avoir cette utilisation secondaire de données, mais sans donner carte blanche. Et ça, c'était vraiment un point important pour le secrétariat puis le groupe en éthique de la recherche, que ça ne soit pas ouvert à n'importe quelle utilisation. Donc, vous avez des lignes directrices pour aider la réflexion, à savoir est-ce que c'est un consentement élargi acceptable qui est proposé, de la façon dont c'est formulé, par exemple? Exactement. Il y a un article dans le PTC qui donne une liste de considérations que les comités d'éthique de la recherche devraient prendre en compte lorsqu'ils évaluent une recherche qui a ce volet de consentement élargi. Donc, les objectifs, c'est de faire en sorte que les chercheurs dans le futur qui n'avaient même pas pensé vouloir faire de la recherche, par exemple, sur ces données-là, se réveillent dans 10 ans et disent « Wow, il y a des données intéressantes ici. C'est possible de les utiliser parce qu'il y a un consentement élargi qui a été donné. » C'est un peu l'approche. Est-ce qu'il y a une nuance à... Non, je voudrais juste rajouter, en fait, je vais y aller un peu polémique, comme tu disais tantôt, Charles, mais j'espère, en fait, qu'on va utiliser de plus en plus le consentement élargi, puis qu'on va trouver des façons de le mettre de l'avant, puis de bien l'encadrer, puis de l'utiliser davantage, parce que je reprends ce que Mme Côté vous disiez au début. On a actuellement accumulé une montagne d'informations qui dort dans des serveurs et qui ne sert à rien. Donc, il y aurait beaucoup de matériel juste pour l'avancée du bien commun, l'avancée et de la recherche qui pourrait être utilisé. Et si on ne fait pas de changement dans 10 ans, avec les transformations numériques, l'informatisation du réseau de la santé qui est en train de se produire actuellement, si on n'a pas fait certains changements puisqu'on n'a pas commencé à mettre de l'avant ce consentement élargi davantage, bien, on va se ramasser avec encore plus de données comme ça qui ne seront pas utilisées, qui vont être à la poubelle quand on pourrait y avoir, je disais avant qu'on commence, moi, avec juste ce que je vois et ce que mon équipe voit, il pourrait y avoir une légion de doctorants qui fassent des projets de recherche et ils n'auront jamais fini d'en faire. Mais je pense que si on veut faire avancer la science, faire avancer nos réflexions, puis faire avancer le bien commun de notre société, il faut vraiment se pencher à utiliser justement ce consentement élargi-là, parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses actuellement.
Ça me fait penser, moi, je donne mon consentement élargi pour la recherche dans des termes un peu plus larges que pour juste un projet spécifique. Puis, dans 10 ans, je ne me sens pas tout à fait, je suis plus d'accord avec moi-même, finalement. Okay? Et je veux changer d'avis. Je ne suis plus d'accord, finalement, pour l'utilisation de ces données-là parce que ma situation a changé. Est-ce que vous voyez un problème avec ça? Est-ce que sur le plan éthique, comment on fait? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour faire en sorte de pouvoir retirer nos données qu'on a partagées, finalement? Ou, en Europe, ils ont appelé, ils ont même nommé le droit à l'oubli numérique, quelque chose du genre. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Je pense que actuellement, selon le Code civil du Québec, on peut retirer notre consentement n'importe quand, sur simple avis verbal. Donc, que ce soit pour l'utilisation primaire ou l'utilisation secondaire des données. C'est déjà inscrit dans le Code civil. C'est aussi dans l'énoncé de politique des 3 conseils. Donc, ce sont des éléments c'est un élément qui nous permet de retirer l'information, de retirer la donnée si on veut la retirer. Ça, c'est déjà inscrit. Et c'est ça, juste pour ajouter à ce point-là, dans le PTC, lorsqu'on parle de consentement élargi, un des points, il y a 2 points que je dirais sont pertinents ici. Un, le recontact, donc pour que le participant puisse laisser ses coordonnées pour que le chercheur revienne et les contacte. Et l'autre, c'est ça, de pouvoir retirer son consentement à n'importe quel moment. Mais quand on parle de consentement élargi, il s'agit aussi d'indiquer s'il y a des limites à ce retrait. Donc, s'il y a une situation où il serait peut-être impossible de pouvoir retirer son consentement. Par exemple, est-ce qu'il y a des situations où il serait impossible? Si moi, je suis chercheur, j'ai anonymisé toutes les données de mes participants. Comment je fais pour retirer les données d'un participant, par exemple? C'est une limite. Okay. C'est une limite. C'est la même chose avec les données agrégées. C'est la même chose quand on aura un focus group, par exemple. On ne peut pas retirer les données parce que c'est amalgamé. Donc, c'est déjà présent. C'est comme un... C'est ça. Il y a des situations... un trade-off. Des situations. Le mot en anglais. Et là, on revient toujours à la responsabilité du chercheur. Okay? C'est la responsabilité du chercheur de s'assurer que c'est adéquat, que c'est bien fait. Si on les... J'ai déjà vu des consentements élargis qui disaient, on va conserver ces données pour utilisation, par exemple, en génie ou en génétique, juste tant et aussi longtemps que c'est valable scientifiquement. Mais moi, quand je suis une personne en éthique, ce qui est valable scientifiquement, ça ne me donne pas grand balise pour réfléchir. On est plus proche à ce moment-là du consentement général que du consentement élargi. Okay? Et c'est là, dans le vocabulaire, il faut faire attention de bien préciser l'encadrement, parce que je pense, puis là, Erika, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus. Là. Il y a parfois en français une certaine confusion entre le consentement élargi et le consentement général. Parce que parfois, on utilise une terminologie qui est celle du consentement général. Et ça, vraiment, c'est pas permis. Il y a trop d'exemples en éthique de la recherche qui font en sorte qu'un consentement général, on ne peut pas le permettre. Le consentement élargi, oui, mais il faut qu'il soit bien défini. Puis c'est là qu'il faut faire vraiment attention au vocabulaire en disant, si c'est un exemple, si c'est un consentement élargi, c'est pour de la recherche en génétique. C'est pas de la recherche en anthropologie, par exemple. Puis ça, il y a des cas qui ont déjà été vécus à ce niveau-là. Je pense aussi que ta question amène aussi le point que les chercheurs, ils doivent réfléchir à développer justement leur plan de gestion des données, leur plan de gestion de l'information. Parce que je pense que si on parle de droit de retrait, puis ça veut dire comment ça a été conservé, comment ils l'ont utilisé, comment ils l'ont archivé, etc. Donc, je pense qu'il y a un volet là-dessus qui est de leur responsabilité aussi, puis de la responsabilité du chercheur de s'assurer qu'il met en place un cadre correct dans sa gestion de données, une fois qu'il y a les données, puis qu'il va respecter ce cadre-là, puis l'appliquer.
la transition est idéale. On doit parler de la loi 25. Et puis, ben, dans le PTC, il y a tout le chapitre 13, si je me souviens bien, sur l'importance de plan de gestion. Je pense que c'était spécifiquement en lien avec la recherche en génétique, plus particulièrement, mais la logique s'applique finalement pour toutes les données, un peu. Est-ce que la loi 25, l'énoncé politique des 3 conseils, est-ce que nous aide et nous guide dans justement il nous guide bien dans vraiment justement ce plan de gestion, établir notre plan de gestion de données pour l'audience, peut-être préciser la nouvelle loi 25 prévoit quelques nouveautés, entre autres l'importance, en fait, l'obligation de désigner une personne responsable des données, hein, de la protection des données, de la gestion des données dans les différents organismes, l'obligation de tenir un registre des incidents à la confidentialité, entre autres, et l'obligation de divulguer ces incidents et de faire en sorte une fois qu'il y a un incident, un bris de confidentialité, bien, de minimiser les risques de préjudice liés à cet incident. L'importance entre autres, de divulguer l'utilisation de données biométriques avant même de les utiliser. Hein. Et l'idée de suivre l'encadrement en lien avec toute la communication de renseignements personnels. C'est assez complexe, l'application de la nouvelle loi 25, et puis c'est quand même assez détaillé. Il y a plusieurs spécifications sur, entre autres, le site de la Commission d'accès à l'information. Est-ce que vous, ça vous aide, cette nouvelle loi? Est-ce que vous avez rencontré quelques défis ou vous avez eu des doutes peut-être sur le terrain à essayer de l'appliquer? Ou est-ce que vous, au contraire, vous trouvez que oui, ça apporte des nouvelles balises intéressantes, complémentaires peut-être à l'énoncé de politique des 3 conseils? Bien, moi, je me réjouis de travailler avec l'Institut de la statistique du Québec avec l'arrivée de la nouvelle loi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'institutions qui vont devoir faire des centres d'accès aux données qui vont un peu s'apparenter à ce que l'ISQ a déjà mis en place, étant donné les obligations des directeurs d'institutions, notamment les PDG des hôpitaux, par exemple, qui vont avoir une certaine responsabilité par rapport aux données, disons, hospitalières. Donc, les centres d'accès aux données sécurisées du fédéral et du provincial ont fait quand même un bon bout de chemin là-dessus. C'est très encadré, c'est très strict, c'est très contraignant, mais c'est très efficace. Et donc, dans ce sens-là, en tant que chercheur, on est serein que quand on travaille dans ce contexte-là, notre plan de gestion, il est très bien. Puis on passe toutes les étapes d'éthique aussi, puis d'évaluation éthique et scientifique avant la construction de la base. Donc, ça facilite la chose. Maintenant, pour les autres types de données qu'on a, comme certaines des études longitudinales depuis les années 80, mais là, c'est là que cette nouvelle loi, je pense que le commun des chercheurs là, qui fait ses propres collectes va avoir besoin d'un soutien institutionnel. Les universités ou les CIUS pour organiser ces affaires correctement, parce que c'est beaucoup de ressources que les chercheurs individuels souvent n'ont pas, les équipes n'ont pas. Donc, ça va prendre un travail collectif là-dessus. Pour les chercheurs, est-ce que c'est eux qui deviennent nécessairement par défaut la personne responsable de leurs propres données? Est-ce qu'il n'était pas un peu déjà, oui, en vertu de l'EPTC, par exemple? Il l'était déjà, puis si je ne me trompe pas, là, tu me corrigeras, mais l'institution aussi est responsable des données qui sont recueillies dans le cadre de la recherche. Donc, par exemple, Sainte-Justine est responsable des données qui sont recueillies par ses chercheurs. Donc, c'est une responsabilité conjointe qui s'applique. Pour revenir à la question de la loi, si elle nous aide ou pas, moi, sur un comité d'éthique, je trouve qu'elle me complexifie la vie. Elle me complexifie la vie dans un premier temps
parce qu'on on nous demande, en tout cas, on doit considérer que la recherche est nécessaire. Et ça, si vous me rappelez bien, c'est autour de l'article 20 là, de la loi. Donc, comment on définit la nécessité de la recherche? Comment on l'évalue? Sur quelle base on l'évalue? Ça, pour moi, quand je fais un travail en éthique, c'est complexe. L'autre élément qui est complexe, c'est la question du consentement. On revient à ce consentement-là. Dans la loi 25, on dit qu'un mineur de 14, quelqu'un de 14 ans peut consentir à la recherche, à l'utilisation secondaire des données. Si on prend le Code civil du Québec, à l'article 21, il faut que le mineur soit dans une situation de recherche à risque minimum pour pouvoir consentir. Si le risque est plus que minimum, c'est le titulaire de l'autorité parentale qui doit consentir. Alors là, pour moi, quand je regarde ça, il y a une différence entre ce que me demande le Code civil et ce que me demande la loi 25. Puis là, c'est comment j'essaie c'est pas évident encore, il n'y a pas de solution là, pour le moment, mais en tout cas, ce sont des problématiques auxquelles on est confronté. Oui, bien, si je peux donner le point de vue dans le réseau de la santé, je dirais que c'est pas simple, l'application de cette nouvelle loi-là. Moi, par contre, je dirais que ça a au moins permis un renforcement de la gouvernance, puis je peux le dire comme ça, que ça réveille un peu nos organisations pour dire, OK, on a des obligations, oui, on essaie de les respecter par le passé, tout ça, mais le fait que ce soit enchâssé dans la loi, puis avec les nouvelles responsabilités et qui nous sont demandées dans la protection de l'enseignement personnel et autres, ça nous a obligés à resserrer puis à réviser nos pratiques autour de ça. Puis, c'est pas simple. On a des organisations maintenant assez énormes. Donc, le volume d'employés qui ont accès à des données de par leur emploi, de par leur travail, est quand même déjà considérable. Donc, juste s'assurer que ces employés-là, justement, respectent toutes ces normes-là est déjà un défi. Fait que je dirais que dans le concret, c'est quand même un enjeu, puis il y a quand même beaucoup de casse-tête qu'on doit se poser au continu. Mais c'est ça, ça nous donne au moins quelques balises, puis quelques orientations, je dirais, plus précises, du moins dans le réseau de la santé, là, que ce qu'on avait avant. Puis au niveau des défis dans l'implantation, est-ce que c'est beaucoup au niveau des ressources disponibles, la formation? Est-ce que la loi est d'une complexité qui fait qu'elle est peu accessible à ceux qui devraient l'appliquer? Comment ça? Je dirais en fait que c'est parce qu'on construit l'avion pendant qu'on est en train de voler. Donc, on essaie de mettre en place ces processus-là. On essaie de faire les modifications à nos règles de comité d'accès à l'information. On essaie de mettre en place tout notre soutien aussi aux chercheurs parce que, justement, vu la complexification, il faut les soutenir dans leur démarche. Tout ça. En même temps qu'on a déjà des demandes d'accès à l'information, on a déjà des demandes de chercheurs qui nous arrivent, qu'on doit traiter, puis qu'on ne peut pas leur dire on s'en reparle dans 2 ans quand on aura fini de mettre en place nos processus. Je dirais que c'est ça notre défi principal, c'est qu'on avance, on construit en même temps, puis mais en même temps, on ne peut pas arrêter non plus. Puis est-ce que vous sentez souvent ou parfois des frustrations ou des mécontentements par rapport aux nouvelles normes ou même aux normes qui datent déjà, mais par rapport à l'accès aux données, l'utilisation secondaire, de l'impatience? Hein, parfois, ça peut prendre du temps. Puis les chercheurs veulent faire leur boulot. Ils sont en mission aussi. Hein? Est-ce que c'est quel type de frustration ou comment vous dealez avec ça? Bien, c'est sûr qu'actuellement, les frustrations, c'est beaucoup en lien avec les délais, la mise en place et tout ça. Mais tu sais, je voudrais dire, c'est frustrant pour vous, les chercheurs, mais c'est frustrant aussi pour nous parce que tu sais, notre objectif, c'est pas d'être dans le chemin de la recherche ou tout ça, mais quand même, on a notre devoir à faire, on doit faire respecter les règles. Fait que je dirais beaucoup que c'est cet enjeu-là. Puis aussi de la complexification de la compréhension aussi de ces lois et des modifications qui viennent d'être faites.
Nous, dans l'ouest de l'île aussi, on a beaucoup de chercheurs justement anglophones qui ont travaillé dans d'autres juridictions et tout ça. Fait qu'on a le double défi de leur faire comprendre c'est quoi la juridiction québécoise en plus. Donc, la question me brûle les lèvres. Quelles sont les distinctions les plus importantes si vous leur apprenez les différences, par exemple, vous leur enseignez les différences, quelles sont les choses qui diffèrent le plus souvent, vous devez leur apprendre? Ça, je référerai à mes collègues, je ne serais pas en mesure de répondre à cette question. D'accord. Moi, ma frustration, elle est générale à l'effet qu'il y a un double standard par rapport aux données en général puis aux données en santé ou en éducation. Donc, pourquoi quand je roule à 55 km/h dans une zone de 50, je reçois un ticket chez moi parce qu'on a photographié ma plaque et puis que les gens sont tout à fait d'accord avec ça et que on a des restrictions énormes sur l'utilisation des données à des fins des fins qui se veulent amélioration des services, disons. Pourquoi, quand on navigue sur le web, on accepte systématiquement les cookies quand on est intéressé à un site puis qu'on ne se demande pas pourquoi les gens acceptent si facilement de donner leurs données par rapport à leurs allées et venues, leur comportement parfois très intime, de nutrition, d'exercice physique, de toutes les choses qu'on a, les objets connectés. Pourquoi ça, il ne semble pas avoir d'enjeu, en tout cas, j'en entends moins parler personnellement là-dessus, que sur les données utilisées pour des fins scientifiques. C'est ce double standard qui m'interpelle beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on surestime l'importance accordée par les participants à la recherche à la protection de leur vie privée, par exemple? J'ai parfois l'impression qu'on surestime les risques de l'utilité par rapport, en tout cas certainement par rapport aux autres types de données que Google collecte allègrement et autres sur nos données de consommation, tout ça. Je suis d'accord qu'on doit être tenu à un processus plus rigoureux que les gens d'affaires, disons. Je suis d'accord avec ça, là. Mais le déséquilibre, il est vraiment énorme. Puis j'ai l'impression que parfois, on a aussi peu confiance à l'entreprise scientifique qu'à l'entreprise publique. J'ai l'impression qu'il y a des enjeux de confiance. Et d'ailleurs, si on regarde les pays où il y a les plus hauts niveaux de confiance dans la population, comme par exemple les pays scandinaves, ce sont aussi les pays où les données en santé et en éducation sont le plus utilisables et utilisées par la communauté des chercheurs. Même ici au Canada, on travaille avec des données norvégiennes, par exemple, publiques, ce qui est une chose absolument impensable que des étrangers viennent travailler avec des données de santé québécoises. Donc, il y a des enjeux de confiance qui m'interpellent. Je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus. Bien, au niveau de la confiance, on a vu apparaître au cours des dernières années des publications dans lesquelles on indique que ce qui est lié aux chercheurs, il y a une perte de confiance de la part du public en général. Comme il y a aussi, je pourrais donner un exemple, une perte de confiance, par exemple, avec l'autorisation donnée par les DSP dans des institutions hospitalières. Donc, c'est quelque chose qui est généralisé. Vous parliez des données de Google, bien, peut-être que les gens ne sont pas informés de quels pourraient être les impacts de l'utilisation de ces données-là. Il y a aussi des fois où on n'a pas le choix. Moi, je travaille avec une suite Microsoft. Okay? J'ai voulu, à un moment donné, lire le formulaire de consentement de Microsoft. Okay? J'ai été rejeté 4 fois avant de pouvoir le lire, parce que ça me prenait trop de temps.
parce que c'est écrit petit puis c'est long à lire. Mais d'un autre côté, je n'ai pas le choix de l'utiliser parce que les institutions avec lesquelles je travaille utilisent toute cette suite-là. Alors, je suis un peu captif. Alors, mon consentement, il n'est pas vraiment un consentement. J'ai l'obligation de le faire. Donc, il y a tout cet élément-là de l'utilisation de plateformes qui sont parfois, on n'a pas le choix de les utiliser ou on n'est pas informé de les utiliser. Moi, j'ai un exemple bien concret, là. Je me suis assis avec mes enfants, puis on a discuté des implications possibles, par exemple, d'utilisation de Google. Bon, depuis ce temps-là, mon plus vieux est rendu responsable de la protection des données pour une institution en Ontario. Donc, ça fait partie des éléments. Puis ces éléments-là d'information et de formation, on ne les a pas. Puis moi, c'est l'autre chose qui aussi, on parlait de la donnée, Charles, tout à l'heure. La donnée, la loi, elle est construite autour de la donnée numérique. Mais qu'est-ce qu'il y en est de la donnée qui n'est pas numérique? Puis ça, j'ai posé la question à un moment donné à quelqu'un d'un conseil subventionnaire fédéral, puis on m'a dit, bien, on ne le sait pas encore. Les données biologiques. Les données biologiques, les données analogiques. Tu sais, on peut, dans le cadre de Focus Group, avoir juste des informations. Puis là, pour moi, ça me pose la question aussi, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'hégémonie des grandes régions par rapport à des régions qui ont moins de ressources, où, par exemple, on n'utilise que la donnée analogique, que par exemple, que le dossier patient manuscrit. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là de l'utilisation et de l'analyse de données? Est-ce qu'on peut faire une analyse qui, mettons, va s'appliquer aux gens de Montréal, puis qui vont être valables pour les gens de Maria, en Gaspésie? Je ne sais pas, c'est à voir. Donc, le contexte. Le contexte est important. Influencerait beaucoup l'analyse des risques, les stratégies à mettre en place. Puis, c'est drôle, vous parlez des pays scandinaves, justement, puis c'est encore là, c'est le contexte, finalement, qui n'est pas seulement un contexte juridique ou éthique, mais presque politique ou social ou culturel, peut avoir une grosse influence. Absolument. Si la population décide qu'ils veulent que leurs données soient utilisées pour améliorer les services que leurs enfants reçoivent ou eux-mêmes. C'est ça. Il faut regarder un petit peu les contextes. Parce que un des exemples, actuellement, il y a une grosse banque de données qui se constitue à Accra, en Guinée. Puis, la compagnie qui la constitue va aller chercher toutes les données de santé et les données d'éducation, les données environnementales de l'Afrique de l'Ouest, pour ensuite la revendre au pays pour faire de la recherche. Donc, il y a tout ce mécanisme-là aussi qui peut exister. Puis vous devez le savoir, là, mais moi, l'autre élément qui me questionne, le privé puis le public, c'est pas deux entités séparées. Il y a un continuum. Puis dans les lois, on a vu, par exemple, l'apparition de ce qu'on appelle le chercheur lié. Mais là, le chercheur lié, lui, souvent, c'est quelqu'un de l'industrie. Alors, est-ce que c'est pas faut réfléchir à la façon, au niveau éthique, quelles implications que ça peut avoir, ça? Parce que, par exemple, quand on fait une recherche, les gens nous disent souvent, ben, on ne veut pas que mon matériel ou que mes données soient utilisées par le secteur privé. Est-ce que c'est une façon, une porte contournée? Je ne sais pas. Ou est-ce que, puis là, je pourrais te poser la question, est-ce que dans les systèmes de sécurité que vous mettez en place, on s'assure que ça ne passe pas au secteur privé? En fait, la réponse est difficile à donner dans le sens où le comité d'éthique de la recherche va évaluer la demande du chercheur. Est-ce que celui-ci va garder son information dans le cadre strict de la recherche ou c'est un chercheur lié? Je n'ai pas eu ce cas encore de mon côté. Mais...
Parce que c'est ça, les nouvelles Je ne lois. saurais pas comment le... Il y a une nouvelle loi au Québec Mhm. qui dit que le chercheur lié va avoir accès aux mêmes données que le chercheur institutionnel dans le secteur public. Est-ce que vous avez eu déjà ce type de cas? Je n'ai pas eu ce dilemme-là encore. Je souhaite ne pas l'avoir. Mais disons que ça fait un autre élément qui complexifie la réflexion et l'analyse éthique. Pouvez-vous rappeler c'est quoi un chercheur lié? Un chercheur lié, c'est quelqu'un, par exemple, qui est d'une firme qui a un contrat avec l'institution, par exemple, là, je vais prendre chez vous, là, à Sainte-Justine, puis qui peut être à l'intérieur d'une équipe de recherche, comme membre de l'équipe de recherche, mais avec des chercheurs qui sont des chercheurs institutionnels. Oui, ça, c'est un exemple de chercheur lié. Là. Donc, la question, c'est oui, ce chercheur-là a accès aux données, probablement. Peut-être pas, peut-être que oui. S'il a accès, qu'est-ce qui arrive avec ces données-là? Est-ce qu'on peut mettre des garde-fous? Je ne sais pas. J'ai envie de... On a bien avancé dans notre réflexion sur les défis, les enjeux, aussi les nouvelles orientations. Et certainement que vous avez eu des expériences, vous êtes intéressé par la gestion des données, peut-être vous êtes responsable de la gestion des données dans votre organisme, dans votre établissement. Est-ce que vous en avez des défis avec la nouvelle loi 25 ou des questionnements par rapport à la loi 5, les autres lois applicables à la gestion, partage des données, l'utilisation secondaire des données de santé? Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Est-ce qu'il y en a eu dans la salle depuis tantôt qui se sont accumulés des questions peut-être? Oui? Manuel? Oui? Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations que je trouve très complémentaires, stimulantes, parce que vous avez des perspectives puis des rôles différents par rapport aux données de recherche. Tout comme vous, je me pose beaucoup de questions par rapport à la loi 25. C'est rassurant à la fois de voir que plusieurs institutions en sont justement à mettre en place. J'aime bien l'image de l'avion qui vole puis on le construit en même temps. Mais à la fois aussi, c'est un peu questionnant parce que ça a lieu maintenant, puis il y a des actions, puis comme comité d'éthique aussi, on doit s'y attarder. Donc moi, c'est très spécifiquement sur la loi 25, comment ça va venir changer ou comment ça change la façon dont les chercheurs recueillent, conservent, détruisent les données pendant le projet de recherche. On l'a évoqué aussi peut-être en complément, mais le plan de gestion de données qui fait partie de plus en plus des exigences, est-ce que le comité d'éthique peut l'exiger, devrait l'exiger? Est-ce que qui s'occupe finalement par rapport au comité d'éthique de la bonne gestion et du bon respect de la loi 25? Je pense que ça serait à peu près ces eaux-là. Merci. Oui? Quelqu'un peut répondre à cette question? Moi, je peux tenter de répondre à ta question, Emmanuel. Je pense qu'au niveau du comité d'éthique, encore là, on travaille avec les outils qu'on a. Okay? On travaille. La loi 25, là, elle modifie un grand nombre de lois, entre autres. Puis là, on ne sait pas quelles sont les implications de ces modifications-là. Hein? Donc, il y a ça qui rentre en ligne de compte. L'autre chose que je me pose, le comité d'éthique fait normalement une évaluation des bénéfices et des risques. Mais dans la loi 25, on demande de mettre sur pied un comité d'évaluation des risques. Quel est le lien entre ce comité d'évaluation des risques et le comité d'éthique qui doit aussi faire une évaluation des risques? C'est pas clair, c'est pas décrit. Donc, pour moi, ça pose des questions. Puis ce comité d'évaluation des risques-là, sur quoi il va se baser pour faire son évaluation des risques? Est-ce que ça va être une évaluation qui va être celle comme de même nature que le comité d'éthique? On ne le sait pas. La loi ne le décrit pas. La loi donne certains éléments pour définir le rôle du comité, si ma mémoire est bonne. Mais le lien entre les deux, entre le comité d'éthique et puis le comité d'évaluation des risques, il n'est pas défini. La seule chose, si ma mémoire est bonne, dans la loi, ce qu'on dit, c'est que si on fait de la recherche avec des êtres humains, il faut avoir l'approbation d'un comité d'éthique. C'est tout.
Il y a un principe que vous avez mentionné tout à l'heure dans l'évaluation des risques et les projets de recherche en lien avec la loi, le principe de nécessité. Mais il y a aussi le principe de proportionnalité qui est aussi mentionné, puis c'est un principe qui revient aussi dans l'énoncé de politique des trois conseils. C'est quoi le sens de ce principe de proportionnalité, peut-être en lien avec la gestion des données? Est-ce qu'il est transversal? Il a plusieurs connotations. Est-ce que finalement, on devrait gérer les données ou on devrait avoir des responsabilités différentes en fonction des risques? C'est comme ça? Mais je pense que pour moi, c'est difficile. Là, je suis entre le comité d'éthique et l'ancien administrateur de recherche. Le chercheur, on considère qu'il est toujours responsable. Toujours. Moi, un des principes avec lesquels je fonctionne sur un comité d'éthique, c'est que je ne veux pas enlever la responsabilité du chercheur. C'est au chercheur de démontrer que les exigences qui sont posées respectent les différents éléments. Tu parlais tout à l'heure, Charles, du chapitre 13 là, de l'énoncé de politique, la génétique. On peut penser au chapitre sur les essais cliniques aussi. Là, puis tu sais, il y a des éléments qui sont là sur la conservation des données qui sont déjà explicités comme cadre éthique, puis qu'on retrouve dans la loi. Donc, il y a des éléments qui sont là, qui sont présents, mais qui... C'est comme si, à certains moments donnés, au niveau des développements technologiques, on n'avait pas toujours considéré la réflexion qui était autour de l'éthique de la recherche. Et ça, pour moi, c'est un élément crucial. Peut-être par manque de connaissances, peut-être par manque d'informations, je ne sais pas. C'est à réfléchir, mais il y a cette carence-là qui est présente. Christina? Oui? Allô? Je m'écarte un peu du texte de la loi. En fait, je m'intéressais à savoir, connaître votre opinion sur peut-être une dichotomie, si on veut. On a parlé un peu, la dichotomie là, entre les données de la santé, les autres données. On a parlé aussi du privé, du public. Ça peut être ça, une dichotomie, un continuum, peu importe comment on le voit. Mais je pense que c'était en 2020 que Fitzgibbon avait annoncé potentiellement explorer de monnayer les données de la RAMQ à des compagnies pharmaceutiques. Et il y avait eu une réaction assez forte de la part de nos chercheurs. Puis c'est comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Mme Côté, c'est quand même très difficile. C'est un processus qui est très éprouvant que d'avoir accès à nos propres données. Fait que je me demandais plus d'un point de vue personnel à vous sur la scène, ce que vous pensez en fait de la proposition de Fitzgibbon à l'époque, mais plus largement de ce concept-là que d'essayer de monnayer nos données ou pas. Là, vous l'avez abordé, exploré un peu avec la comparaison avec la Norvège, mais bon, je me demandais si vous en aviez plus à dire là-dessus. J'ai vraiment de la misère à concevoir des cas où vendre nos données à des compagnies qui ont des intérêts financiers ou de vente, même si c'est pharmacologique, puis que c'est supposé être bien. On sait que parfois, sur le long terme, ça ne l'est pas. J'ai de la misère à concevoir des cas où ça serait une bonne idée, je vous dirais. Moi, quand je pense à l'utilisation des données, c'est pour comprendre c'est pour des avancées scientifiques ou non lucratives, abus non lucratifs, disons, vraiment. Je ne sais pas si ça englobe suffisamment la catégorie là, de dire abus non lucratif, probablement pas, mais ça me semble être une distinction fondamentale. Là. J'ai l'impression mais voilà. Puis c'est sûr que les exemples que vous donnez des chercheurs liés, moi je suis en psychosocial. Les chercheurs liés, c'est pas beaucoup sur mon radar, je vous dirais. Hein. Mais je comprends que c'est vraiment un enjeu. Et puis, pour moi, c'est une catégorie vraiment différente, même si le principe à la base de rendre nos données plus utilisables, de favoriser l'utilisation, je trouve qu'il est bon, mais de les vendre, ça, c'est une autre histoire. Question de vie privée, d'accès aux données, de recherche, liée beaucoup à la question de la propriété aussi, hein, la souveraineté des données, on parle parfois. Merci. Alors, on a des questions en ligne également. Est-ce que vous voulez les poser? Oui. Oui, justement, il y a une question et aussi un commentaire.
Donc la question, c'est par rapport au fait que les scientifiques en chef du Québec avaient plaidé en 2022 pour un meilleur accès aux données pour les chercheurs. Et dans ce contexte-là, on a parlé de mériter la confiance des citoyens par rapport à la valorisation des données. Donc, est-ce que ce principe de mériter la confiance des citoyens vous parle? Est-ce que comment ça a été pris en compte? Moi, je pense que c'est tout à fait légitime que les chercheurs doivent mériter la confiance du public. Je ne pense pas qu'ils doivent avoir la méfiance au départ, mais de montrer qu'on peut gagner la confiance en faisant des avancées qui sont concrètes, en donnant des exemples de recherches qui font avancer vraiment les choses. Puis il y en a. Donc là, on tombe dans la mobilisation des connaissances, je pense, qui n'est pas suffisamment faite, mais il y en a vraiment des avancées qui sont faites, qui permettent d'améliorer la santé, qui permettraient, je pense, d'améliorer la confiance du public. Parce qu'il faut, c'est quand on pense à, j'ai aucun problème, moi, à donner mes données de navigation à Google Maps parce que je sais qu'il va m'aider à trouver mon chemin la prochaine fois. Ça me fait plaisir de le faire. Alors, si on a une espèce de réflexion comme ça, moi, ça me fait plaisir de partager mes données parce que je sais que les services que je reçois vont être améliorés. Et donc, je pense que c'est un point très intéressant, cette idée de dire on va montrer que c'est légitime. Okay. Oui. La confiance en montrant les bienfaits potentiels voilà. que la recherche vise justement le bien commun. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un effet positif aussi sur la confiance en adoptant des mécanismes de protection, mais à l'autre bout du spectre? Je vais vous donner un exemple. Hein. On a adopté en 2017 une loi contre la discrimination génétique. Parmi les justifications pour adopter cette loi-là, donc contre l'utilisation de vos données génétiques là, pour différents services, c'était de dire, si les gens craignent la discrimination génétique, ils ne participeront jamais à la recherche génétique. Ils ne suivront jamais les conseils de leur médecin d'aller passer un test génétique. Donc, dans cette même idée, est-ce qu'on pourrait jouer sur des protections qui dépassent seulement, par exemple, l'exemple des protections génétiques? Est-ce que on peut jouer finalement sur les risques de conséquences liés à des bris de confidentialité, à justement l'utilisation par différents secteurs de la société civile de données qui peuvent être des renseignements personnels, oui, mais qui finalement, si on a des lois contre la discrimination, par exemple, les risques ou les conséquences de bris de confidentialité sont amoindries un petit peu. Est-ce que oui? Je ne veux pas trop parler, mais j'aimerais vraiment donner un exemple là-dessus. La santé mentale. Tu sais, je pense que c'est sûr qu'on peut aller vers la non-discrimination par rapport à X, Y, Z, mais on peut aussi aller vers l'appréciation que l'humain est complexe, multidimensionnel et que c'est un continuum sur une variété de choses. Comme par exemple, on ne parlait pas beaucoup de la santé mentale avant, maintenant on en parle, on réalise que tout le monde a des problèmes de santé mentale jusqu'à un certain point. Tout le monde a quelques symptômes de problèmes de santé mentale. Je veux dire, quand on étudie la santé mentale, on le voit, c'est un continuum. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais tout le monde a quelque chose. Donc, si on ouvre la réalité, comme on le fait avec les médias sociaux d'ailleurs, on est plus à même d'apprécier la grande variété des phénotypes des individus. Donc, c'est comme une autre direction. Et même de moins stigmatiser des groupes, des personnes parce qu'ils ont... Parce qu'on est un continuum. Même la race, l'ethnie, c'est un continuum. Je veux dire, donc, en fait, voilà, c'est ça. Oui. Bonjour, Jean-François Quentin, adjoint exécutif à l'ISQ.
D'abord, je veux dire que je suis très content de voir qu'il semble y avoir une opinion favorable là, du rôle que joue l'ISQ dans le portrait de l'accès aux données. Donc, moi, j'ai coordonné pendant 2 ans le service d'accès aux données, et puis je travaille dans un des Fort Knox dont Mme Côté parle. C'était affectueux, hein? C'est C'est affectueux comme... Si vous permettez, je vais ramener l'expression à l'ISQ, ça va faire fureur. Super. Je suis content de voir qu'il y a une opinion favorable, oui, parce que vous vous souvenez peut-être qu'en 2019, quand on a eu le mandat, ça ne faisait pas consensus. Hein. Il y a des mesures qui étaient plus restrictives qui étaient mises en place, justement parce que le modèle changeait. Et puis, je vous dirais que de plus en plus, je pense que la communauté de recherche voit l'avantage de ces mesures-là. Donc, par exemple, quand on sait que l'ISQ fait beaucoup d'enquêtes auprès de la population, un répondant doit savoir que ces données vont rester confidentielles pour pouvoir se confier puis répondre honnêtement au questionnaire. De la même manière, les ministères et organismes aussi ont besoin d'avoir un partenaire de confiance pour confier leurs données. Donc, quand on est capable de garantir qu'il y a un modèle qui est rigoureux et puis qui va garantir la confidentialité puis le respect des données, eh bien, ça permet à d'autres ministères tranquillement d'envisager le modèle qui est celui de l'ISQ. Donc, par exemple, les budgets récents ont fait l'annonce que d'autres ministères comme Revenu Québec, l'immigration, l'éducation, Retraite Québec, le travail vont progressivement confier leurs données à l'ISQ. Donc, en contrepartie de mesures de sécurité qui sont renforcées, qui jusqu'à un certain point peuvent être plus contraignantes, il y a des belles perspectives pour la recherche du fait que ces jeux de données-là qui n'étaient pas disponibles auparavant pour la recherche vont le devenir et vont permettre des croisements et des avenues très intéressantes. Donc, merci pour... Mais je veux juste renchérir, merci Jean-François. Avec ce qui se passe, avec ce que l'ISQ est en train de mettre en place, on peut faire de la recherche interdisciplinaire, intersectorielle comme jamais auparavant, dans un contexte totalement sécurisé. Puis nous, dans le domaine du développement de l'enfant, c'est absolument majeur comme développement parce que les enfants, ils sont à l'école. Ils sont moins dans le système de santé, ils sont beaucoup à l'école. On va pouvoir voir leur trajectoire dans les deux systèmes. Ça va être... C'est au travail de décloisonnement? Oui, tout à fait. Un peu. Oui, je pense qu'on me posait la question de la confiance tout à l'heure. Je ne répéterai pas le nom long nom du document là, sur lequel on a travaillé. Mais dans ce document-là, la page 22, il y a un cadre d'analyse éthique qui pose la confiance et la transparence au centre de 3 cercles. La personne, l'aspect social et la gouvernance. Et ça permet, cette confiance-là et cette transparence-là, de vraiment rassurer aussi le participant, puis de lui donner toute l'information qui est requise. On parle du consentement éclairé, bien, ça fait partie de ça. Puis c'est comme ça que la confiance va se construire. Donc, c'est un élément qui est crucial. Puis c'est intéressant, l'approche de l'ISQ. On peut continuer à y réfléchir, puis je pense qu'il y a des modèles qui ça va t'inspirer. Parce que pour moi aussi, une question que je me pose, puis là, j'ai travaillé un petit peu avec les gens en cybercriminalité. Les gens qui font des cyberattaques ont toujours un pas d'avance sur la cybersécurité. Et là, moi, quand je fais une réflexion d'ordre éthique, je ne peux pas m'empêcher de prendre ça en compte. Parce que ça fait partie des risques à évaluer. Donc, on peut mettre toutes sortes de mesures, à moins comme il fait avec l'ISQ, que c'est vraiment, puis Statistique Canada, je pense, fonctionne de la même façon. Il n'y a aucun contact à l'extérieur, il n'y a pas rien qui peut sortir. C'est une façon de faire. Mais dès qu'il y a un lien à l'extérieur, il y a toujours cette possibilité de cyberattaque. C'est comme l'utilisation d'appareils dans certains milieux hospitaliers qui, de plus en plus, puis je sais qu'il y a quelqu'un en ligne qui pourrait en parler, là, mais probablement en ligne, mais toute la question des backdoors qui existent, qui permettent peut-être d'accumuler des données d'une autre façon et par d'autres personnes que celles qui sont initialement visées. Donc, tous ces éléments-là qui, moi, entrent en ligne de compte quand j'essaie de faire une évaluation éthique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, Jean-Frédéric. Oui.
Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Frédéric Ménard, je suis prof de droit. Je voulais avoir votre avis sur la nouvelle loi sur les renseignements de santé qui a été adoptée, mais qui n'est pas encore en vigueur, qui est considérée là, par le ministre Dubé comme un des piliers de sa réforme. Donc, ça va entrer en vigueur assez rapidement, dans la foulée là, du projet de loi 15 qui a été adopté en décembre dernier. Moi, je veux savoir, ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là, c'est l'idée où on a voulu mettre un régime juridique particulier pour les renseignements de santé, donc qui sont collectés dans le réseau de la santé et qui sont utilisés notamment ou bien pour l'organisation, l'optimisation, la gestion du réseau, donc par les gestionnaires là, du réseau de la santé, et aussi pour les chercheurs au sein de ce même réseau, et où on a un accès privilégié finalement pour les chercheurs qui œuvrent au sein des établissements. Là, je sais quelqu'un du ministère notamment qui parlait carrément d'un cercle de feu. Il faut voir là, jusqu'à quel point là, ce cercle de feu-là est étanche, si je peux me permettre de mélanger les métaphores. Là. Mais donc, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Ça ne répond pas probablement. En fait, ça vient compléter un peu le régime avec l'ISQ, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant au sein du réseau pour essayer justement dans le fond, c'est un réseau public. Les contribuables québécois le financent, on cherche à soigner les Québécois, on vient réutiliser les données des Québécois pour améliorer, entre autres, évidemment la science n'a pas de frontières, mais notamment pour améliorer les soins pour les Québécois. Moi, je trouve que c'est un modèle qui est assez intéressant, sans doute perfectible, mais en tout cas, je suis intéressé d'entendre vos opinions là-dessus. Merci. Me positionner par rapport à la loi, je ne pourrais pas le faire assez complètement, mais moi, je vais vous parler d'un élément qui, nous, on trouve vraiment intéressant, puis je vais reprendre l'expression de Mme Côté, c'est l'aspect du continuum de données. Parce que actuellement, on va se le dire en toute transparence, nos organisations de santé ont été séparées, parfois territorialement, parfois par mission, parfois par toutes sortes de raisons qui ont aucune logique. Aucune logique. S'il y a quelqu'un qui connaît la logique, venez me l'expliquer, mais qui vraiment aucune logique. Donc, actuellement, même juste pour donner les soins, offrir le soin au patient, puis lui donner un soin qui fait sens, là, de dire, hier, tu es à l'hôpital, puis après, tu vas avoir du soin à domicile chez toi, puis il va y avoir une continuité de service, puis il y a un sens à ce soin-là. Juste ça, présentement, c'est impossible. Parce qu'il y a tellement de limitations, tellement de frontières entre l'information, puis il y a tellement d'enjeux qu'on est bloqué là. Fait que, imaginez, là, ça, c'est juste dans le volet opérationnel où on a le plus accès direct aux données et qu'on peut avoir. Là, on n'est pas dans le volet de mettre d'un projet de recherche. Fait que juste ce volet-là opérationnel-là, on a toutes ces barrières-là puis tous ces enjeux-là à offrir aux citoyens un service de santé qui fait du sens pour sa problématique. Bien, c'est la même chose après pour les projets de recherche qui vont autour de ça. Si nous-mêmes, on n'est pas capable, dans les opérations, de faire du sens dans le continuum de soins, imaginez après si là, il faut rajouter tout l'aspect de confidentialité, tout ça autour de ces données-là, automatiquement, la valeur de ces données-là pour un projet de recherche est encore plus faible que même nous, ce qu'on aurait pu avoir. Fait que pour moi, s'il y a un point que je trouve intéressant de cette loi-là, puis je ne connais pas en détail la loi, fait que je ne vais pas me prononcer sur les autres aspects, mais c'est sur l'aspect de permettre d'avoir une meilleure vue sur le continuum de soins, qui est un enjeu en continu et particulièrement à Montréal. Parce qu'à Montréal, on a encore plus d'entités de santé que dans les régions. Habituellement, les autres régions, c'est une région, une entité. Nous, à Montréal, on est une région, puis 7, 8 entités différentes. Donc, tu peux habiter dans une rue, puis l'autre bord de la rue, on n'a pas accès aux données de ces personnes-là, mais pourtant, il devrait y avoir un continuum. Et pour moi, ça est un point qui va être intéressant avec
la nouvelle loi. Je vous remercie. Si on n'a pas d'autres questions, peut-être une dernière, oui? Bonjour, je me prénomme Léandre, je suis étudiant à la maîtrise École de santé publique. Je voudrais m'intéresser, merci pour les partages, je voudrais m'intéresser à la problématique de l'étude visuelle, si vous permettez. Il y a des photographies d'enfants ou des personnes en général qui sont prises dans des contextes médicaux pour des fins de recherche, sans un consentement éclairé. Par exemple, pour expliciter l'insécurité alimentaire, on prend la photo d'un enfant malnutri, ou pour expliciter, par exemple, la pauvreté, on prend les photos des personnes dans des zones défavorisées. Je voulais connaître votre point de vue dessus et aussi savoir s'il y a une loi au Québec qui encadre les photographies à des fins de recherche ou non. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous désirez répondre? Est-ce que déjà le matériel visuel, c'est des données aussi? Mais pouvez-vous préciser votre question? Là? Vous parlez de photographies qui sont prises ici au Québec pour des fins de recherche sans consentement? Pas seulement au Québec, dans le cadre d'une recherche, la photographie d'un enfant, peu importe. On prend juste une photographie et on met pour exprimer une idée, je dois dire ainsi. Parce que, à ma connaissance, on ne peut pas photographier, un chercheur ne peut pas photographier, utiliser quelques données que ce soit, photographiques analogiques ou autres, sans le consentement explicite, écrit de la personne, puis si c'est un enfant, de son gardien. C'est absolument interdit. Je soulève cette problématique parce qu'il y a des articles où on retrouve des photos, soit d'enfants dans des contextes médicaux, et là, on se demande, il y a même d'autres articles qui ont soulevé ce point-là, se demandent comment on peut avoir des photos des personnes dans des revues, etc., sans un consentement éclairé de la personne. On vient juste, on demande à la personne que, voilà, est-ce qu'on peut prendre en photo? Si la personne dit oui, on n'explique pas très bien ce qu'on veut faire avec l'image. Et ces images se retrouvent aussi à Internet, en quelque sorte. C'est pour ça que je soulève la question. OK. Ouais. Si c'est une pratique, en tout cas, ce n'est pas une pratique qui est supposée exister, je vous dirais. C'est des choses qui sont vraiment formellement interdites. Là, si un projet du genre devait être évalué par un comité d'éthique, on demanderait le consentement. Puis qu'est-ce que les gens peuvent faire s'ils ont connaissance d'irrégularités comme ça? C'est là que la conduite responsable en recherche entre en ligne de compte à ce niveau-là. Les plaintes peuvent être portées soit par exemple au comité des patients dans le milieu hospitalier, aux personnes qui reçoivent les plaintes ou qui sont responsables de la conduite responsable en recherche dans les milieux universitaires ou collégiaux. Donc, c'est la voie par laquelle normalement on procéderait. Maintenant, il faut voir dans la publication de l'article, est-ce qu'on mentionne qu'il y a eu une évaluation éthique? Parce que de plus en plus de journaux qui ont une évaluation par les pairs nous demandent d'avoir un exemple, ou en tout cas une confirmation qu'il y a eu une évaluation. C'est ça moi, je n'utilise pas le mot certification, là, parce que pour moi, moi, je viens du milieu de la chimie, donc une certification, c'est autre chose. Ah oui. OK. Je préfère utiliser approbation. Oui. Mais c'est normalement, ces journaux-là ont, au point de départ, l'information, ou à la fin, dans les notes, indiquant que le projet a été approuvé par un comité d'éthique de la recherche. Et donc, à ce moment-là, le comité d'éthique de la recherche va avoir pris en considération le droit à l'image. Okay? Il va avoir pris en considération le fait que ça peut être publié, puis il va avoir demandé le consentement, normalement. Okay? Il y a encore des revues qui n'ont pas cette exigence-là. Et là, c'est de voir à quel type de revue on a affaire. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on a eu une belle discussion. Vraiment, votre partage, l'échange de vos différentes idées et perspectives était très, très enrichissant pour la discussion.